Bonjour, la conférence d'aujourd'hui s'intitule d'octobre 1917 au Great Reset de 2021, en sous-titre Comment la dialectique capitalisme-communisme conduit au totalitarisme mondialiste. Dans l'esprit collectif, communisme et capitalisme sont considérés comme étant deux ennemis irréductibles. La guerre froide, dans la seconde moitié du XXe siècle, témoignait de cette lutte à mort entre les deux systèmes idéologiques. Cette perception binaire est celle de l'individu évoluant dans la dimension profane. À un autre niveau, il se pourrait que l'opposition entre le capitalisme et le communisme ne soit pas si irréductible qu'elle le paraît. Elle pourrait être plus dialectique, et sa finalité serait la fusion des deux idéologies dans un autre niveau de réalité plus unifié. D'étranges complicités ont été observées dès 1917 entre les banquiers de Wall Street et les idéologues de Moscou, comme si un unique socle matérialiste générait ces deux réalités apparemment contradictoires. Il est important pour l'homme d'aujourd'hui de comprendre ces liens étranges unissant capitalisme et communisme, car il semblerait que le communisme n'ait pas disparu avec l'effondrement de l'URSS en 1991, mais qu'il se transforme aujourd'hui, transcendant dialectiquement la confrontation qui jusque-là l'opposait au capitalisme. Ainsi, la situation observable en Chine, où le capitalisme sauvage et le totalitarisme communiste réalisent l'efficace combinaison des opposés, pourrait bien inspirer la mise en œuvre d'un système de domination globale. Il se pourrait que ce que l'on nomme aujourd'hui l'idéologie mondialiste, qui n'est pas la mondialisation économique, je précise, ne soit pas autre chose que la mise en place, par l'action d'une oligarchie mondialisée, d'un néocommunisme global suivant d'autres voies plus subtiles. Ainsi, communisme et mondialisme ne sont peut-être que deux concepts interchangeables pour désigner un unique projet collectiviste mondial qui se réalise sur un très long terme et qui échappe aux profanes et que seule la métapolitique peut discerner. Je rappelle que la métapolitique, c'est l'étude des finalités politiques et philosophiques des actions menées sur le long terme par l'oligarchie mondialisée et qui échappe au regard profane. Les arguments de la métapolitique, prouvés scientifiquement, sont si redoutables que celle-ci peut être délégitimée par l'accusation de complotisme. Pourtant, en métapolitique, il n'est pas question de reptiliens, ni de terre plate, ni d'illuminati. Il est tout simplement question de comprendre l'action d'une classe sociale supranationale, celle des grands capitaines de l'industrie et de la finance qui, propriétaires des moyens de production et des réseaux bancaires internationaux, s'affirment comme étant une nouvelle aristocratie, soucieuse d'étendre toujours plus son pouvoir et de soumettre les peuples à une nouvelle superstructure culturelle qui valorise ses propres valeurs et intérêts. Balzac écrivait « Il y a deux histoires. L'histoire officielle, puis l'histoire secrète, où sont les véritables causes des événements. C'est la véritable histoire de la relation entretenue par le capitalisme et le communisme que je vous propose de découvrir. Elle est au fondement de la réalité que nous vivons aujourd'hui et que bien peu perçoivent. Cette histoire secrète, que je qualifierais plutôt de discrète, car elle laisse des traces permettant de la confondre, s'avère fondamentale pour comprendre la genèse d'un mondialisme contemporain qui se révèle révolutionnaire à l'heure où la gestion de la crise sanitaire du coronavirus, probablement instrumentalisée par l'oligarchie pour provoquer une transformation économique et sociale que les élites nomment le Great Reset, pourrait ouvrir l'avenir sur un néo-totalitarisme de type collectiviste. À ce sujet, je vous renvoie à ma précédente conférence intitulée « Vers un totalitarisme sous le prétexte de la crise sanitaire ». Pour débuter la présente conférence, je vais aborder la question troublante des relations étranges que la puissante oligarchie financière anglo-saxonne entretenait dès le début du XXe siècle avec les réseaux communistes soviétiques. La question du financement de la révolution bolchevique et plus tard de l'URSS par les milieux financiers anglo-saxons constitue l'un des nombreux angles morts d'une recherche historique universitaire contemporaine qui ne veut surtout pas voir ce qui gêne. Pourtant, les faits abondent, qui révèlent la collusion entre capitalistes et bolcheviques dès 1917 et même un peu avant. Citons quelques exemples. Avant 1917, Max Warburg, dirigeant de la banque germano-américaine Kuhn Loeb Company, investissait 2 millions de roubles dans une maison d'édition créée par les bolcheviks. Jacob Schiff, qui dirigea la même banque, donna 20 millions de dollars à la révolution bolchevique. Paul Warburg, un autre dirigeant de la Kuhn Loeb Company, finança le retour de Lénine en Russie en 1917. Un autre financier de Wall Street, William Boyce Thompson, fit, selon le Washington Post, don d'1 million de dollars aux léninistes, etc., etc. Une fois la révolution bolchevique commencée, les financiers de Wall Street firent du lobbying pour inciter les gouvernements occidentaux qui s'y refusaient à reconnaître le pouvoir bolchevique.
J'affirme, écrivait Henry Wickham Stead, le rédacteur en chef du Times au moment des faits, que les premiers instigateurs de cette demande de reconnaissance donc, étaient Jacob Schiff, Warburg et d'autres financiers internationaux. Ces soutiens à la Révolution d'octobre avaient un prix, que les bolcheviks allaient régler en octroyant aux grands capitalistes de Wall Street de substantielles prébendes. Ainsi, alors que débutait la révolution bolchevique, rapporte le professeur Anthony Sutton, qui enseigna à l'université de Stanford, les émissaires de Wall Street agissaient à Moscou sous couvert d'une mission de la Croix-Rouge américaine financée par les banques Rothschild, Kuhnloeb Company, ainsi que par la Standard Oil Company de Rockefeller. Cette mission cherchait moins à porter assistance aux victimes du chaos révolutionnaire qu'à amorcer de fructueuses relations d'affaires avec les bolcheviks. Elle était dirigée par William Boyce Thompson, le banquier qui avait donné $1 million aux bolcheviks. Cette mission humanitaire était composée majoritairement par des cadres des grandes compagnies bancaires anglo-saxonnes. Elle ne fut, selon le professeur Anthony Sutton, rien d'autre qu'une mission financière destinée à préparer le terrain pour obtenir le contrôle des matières premières russes. Et dans les faits, les dirigeants bolcheviks octroyèrent aux grands capitalistes de Wall Street des licences d'exploitation pour valoriser le potentiel minier et industriel du nouvel État socialiste. Ainsi, la richissime famille Harriman reçut le monopole d'extraction des mines de manganèse du Chiaturi. C'est en Géorgie. Les Rockefeller signaient un contrat exclusif pour l'exploitation des gisements de pétrole du Caucase, etc. Et cette politique de coopération entre financiers et bolcheviks fut amplifiée en 1921, lorsque Lénine mit en place la NEP, la nouvelle économie politique, une politique qui permit de réintroduire la petite propriété privée, placée sous contrôle de l'État, afin de créer un capitalisme d'État. Et dans ce but, Lénine fit encore plus appel aux capitalistes occidentaux et multiplia les concessions. Ainsi, Ford implanta une grande entreprise de fabrication automobile en Russie, à Gorky. Et si l'on en croit le professeur Sutton, plus de 1000 contrats auraient ainsi été signés entre les bolcheviks et les capitalistes de Wall Street. Les grandes banques anglo-saxonnes participèrent aussi à la construction de l'édification du communisme soviétique. La plus impliquée était la Guarantee Trust, une filiale de la banque Morgan, dont le capital était détenu par 4 des plus grandes familles du capitalisme américain, dont les Rockefeller. Elle avait été créée tout spécialement pour financer les transactions effectuées entre les réseaux financiers anglo-saxons et l'URSS. Elle travaillait de concert avec une banque soviétique créée par les bolcheviks, la Ruscombank, dont les capitaux étaient placés dans les établissements financiers anglo-saxons. À New York, une représentation commerciale soviétique installée dans les quartiers de Wall Street était chargée de négocier les contrats avec les grandes firmes anglo-saxonnes. Le professeur Anthony Sutton a identifié l'adresse de cette mission soviétique à New York. Elle était au 120 Broadway Street, et dans cet immeuble se trouvaient des annexes de la Guarantee Trust, de la Réserve fédérale et des grandes multinationales américaines. Ce bureau du commerce soviétique était dirigé par un proche de Léon Trotsky, Ludwig Martens, et il faut savoir que ces relations étaient entretenues dans le plus grand secret, car à ce moment-là, il n'y avait pas de relations diplomatiques entre l'URSS et les États-Unis. Il y avait même un embargo américain sur le commerce avec l'URSS. Ainsi, l'étrange collaboration observée entre financiers bolcheviques se poursuivit tout au long de l'histoire soviétique, le capitalisme anglo-saxon venant systématiquement au secours de l'URSS lorsqu'elle était menacée d'effondrement économique. À la mort de Lénine, le grand capital anglo-saxon soutint encore Staline, qui avait mis fin au programme de capitalisme d'État de la NEP. Staline avait collectivisé à nouveau les terres, et pas seulement, tout l'appareil de production soviétique. Il avait également lancé un processus d'industrialisation à marche forcée de l'URSS, et il avait créé des plans quinquennaux. Il voulait construire le socialisme dans un seul pays parce que la propagation révolutionnaire au reste du monde avait échoué. C'est ainsi que les plans quinquennaux furent conçus et financés par les hommes de Wall Street, dont les bureaux d'études et les banques furent complaisamment mis au service du régime de Moscou. Un rapport du département d'État américain notait à ce propos que le premier plan quinquennal fut permis grâce à l'apport des capitaux octroyés par la Kuhnloeb Company de Jacob Schiff et des frères Warburg. On voit que c'est un petit groupe donc, qui finance et qui encourage la révolution soviétique. L'homme qui s'occupa de la mise en œuvre du financement du premier plan quinquennal fut l'américain Julius Hammer, un ami personnel de Trotsky. Julius Hammer avait créé en 1907 aux États-Unis une entreprise, l'Allied Drug and Chemical, qui était en fait un paravent destiné à couvrir toutes sortes d'activités révolutionnaires clandestines. Le fils de Julius Hammer, Armand Hammer, s'enrichira plus tard, avec l'accord de Lénine, par la vente de milliers d'œuvres d'art de très grande valeur, dont furent spoliées les victimes des bolcheviks.
En ce qui concerne le soutien de Wall Street au stalinisme, l'ex-secrétaire d'État américain Robert Lovett écrivait, dans son livre intitulé Staline to Kosygin, que le dictateur soviétique l'avait assuré, je cite, que près des 2/3 de toutes les grandes firmes industrielles du RSS avaient été édifiées grâce à nos financements ou à notre supervision technique. Et toujours les communistes, supposés anticapitalistes, remboursèrent scrupuleusement les sommes qu'ils devaient à leurs prêteurs, y compris dans le contexte particulièrement tendu de la guerre froide. En 1941, le prêt-bail, qui était une aide matérielle donnée par les États-Unis à ses alliés pour acheter du matériel militaire, permit encore de sauver le système soviétique. En effet, alors que ce prêt-bail ne devait porter que sur des fournitures militaires, dans les faits, le grand capital américain vendit quantité de matériel non militaire aux soviétiques qui purent ainsi consolider leur économie. Par exemple, des bulldozers performants furent donnés par les Américains et ceux-ci permirent de creuser dans les camps de concentration soviétiques les immenses fosses communes qui accueillaient les corps de millions de victimes du communisme, comme le raconte Varlam Chalamov, l'un des rescapés d'un goulag soviétique. En 1964 encore, durant la guerre froide, et alors que les Américains entraient en guerre contre le Vietnam communiste, lequel était soutenu par la Chine populaire et par l'Union soviétique se trouve encore miraculeusement sauvée du naufrage économique par les banquiers capitalistes. Un plan de sauvetage de l'économie soviétique fut ainsi négocié par le département communiste, par le dirigeant communiste, Alexis Kosygin, avec 92 hommes d'affaires américains, parmi lesquels se trouvaient encore des représentants de Ford, de la Chase Manhattan Bank et de nombreux autres groupes industriels et banqueurs de Wall Street. Invité à témoigner le 15 août 1972 devant le sous-comité national du Parti républicain, Anthony Sutton révéla que la technologie soviétique n'existait pas et que plus de 90% de l'équipement technique du RSS provenait directement ou indirectement du monde occidental, lequel avait bâti, selon Anthony Sutton, l'URSS. Au vu de ces différents éléments, on s'interroge sur de telles collaborations entre Wall Street et Moscou, notamment sur celle qui eut lieu entre 1917 et le début des années 30, car le gouvernement des États-Unis avait toujours refusé de reconnaître l'URSS jusqu'en novembre 1933. Maintenant, comme je l'ai dit, un embargo économique. Il faut donc s'interroger sur l'existence d'un État profond américain capable de parasiter les décisions du gouvernement légal des États-Unis. Commençons par expliquer ce qu'est l'État profond, pour comprendre la réalité de l'existence d'une dissociation entre l'État visible, le pouvoir officiel, et l'État profond infiltré dans celui-ci. L'État profond fut défini par l'universitaire américain Peter Dale Scott, qui le perçoit comme étant un cercle de contacts de haut niveau, souvent personnel, où le pouvoir politique est susceptible d'être dirigé par des gens très riches. Ces gens forment, selon le chercheur, un supramonde qui agit dans la réalité supranationale. C'est ce que l'on appelle l'oligarchie. Son pouvoir dans les États s'exerce par le biais de think tanks chargés de sélectionner les dirigeants prometteurs et fidèles à l'oligarchie, laquelle facilitera en retour leur carrière publique, grâce notamment au système médiatique qu'elle contrôle. Parmi ces think tanks, citons le CFR, le Council of Foreign Relations, aux États-Unis, qui permet donc aux dirigeants prometteurs américains de faire de hautes carrières, ou le Club Le Siècle en France, qui a la même fonction, et auquel actuellement appartiennent 14 dirigeants de la Macronie. Informel et non hiérarchisé, l'État profond est donc un État dans l'État. Il faut comprendre que l'État visible national et l'État profond international ne fonctionnent pas dans une même temporalité et n'ont pas les mêmes objectifs. Ceux oligarchiques de l'État profond sont à long terme et non décelables par l'œil profane. C'est un fonctionnement voisin de celui qui existait autrefois avec le Comintern, l'internationale soviétique qui était basée à Moscou et qui constituait une sorte d'État profond soviétique chargé de contrôler les partis communistes nationaux, comme le PCF en France, et d'en choisir les dirigeants fidèles à l'URSS. L'URSS avait la capacité de subvertir les démocraties de l'intérieur par ses réseaux communistes infiltrés, comme l'oligarchie peut agir par ses représentants infiltrés dans les États nationaux. Il est donc absolument fondamental de comprendre cela pour comprendre le monde dans lequel nous vivons actuellement. Comprendre cela permet d'expliquer que le capitalisme de Wall Street ait pu agir en parfaite autonomie avec les soviétiques alors que le gouvernement américain ne reconnaissait pas l'URSS. Lorsqu'en novembre 1933, l'URSS fut enfin reconnue par les États-Unis, il faut savoir que deux positions s'étaient affrontées sur le sujet pour aboutir à ce résultat. Et l'affrontement de ces deux positions révélait
la ligne de fracture entre intérêts oligarchiques et intérêts nationaux. Il y avait d'abord la position du président Roosevelt, qui était entouré de nombreux conseillers issus des milieux d'affaires oligarchiques et qui avaient des sympathies pour l'URSS. Et eux étaient pour la reconnaissance de l'Union soviétique. Et il y avait la position du département d'État, le ministère des Affaires étrangères américain, dont les membres, fonctionnaires loyaux à leur patrie, s'opposaient à cette reconnaissance. Il faut rappeler que Roosevelt était entouré de personnes favorables à l'URSS, également lorsqu'il négociera les accords de Yalta en février 1945. Et ça explique certainement pourquoi les Américains ont abandonné très facilement la moitié est de l'Europe aux soviétiques à cette période. Le plus connu des conseillers de Roosevelt lors de la conférence de Yalta était un certain Alger Hiss, qui a été ensuite reconnu comme étant un espion soviétique. En fait, il n'était pas plus espion soviétique que patriote américain, c'était quelqu'un qui travaillait pour l'État profond. Les documents aujourd'hui déclassifiés du département d'État montrent qu'avant la reconnaissance de l'URSS par les États-Unis, des fonctionnaires du ministère alertaient sur le fait que les milieux économiques investissaient en URSS contre l'embargo. Ils faisaient remonter des notes de synthèse sur ce sujet, lesquelles n'étaient pas souvent prises en compte en haut lieu. Et cet exemple nous révèle les zones grises où se rencontrent et où s'affrontent l'État profond et l'État national. Et on constate que grâce à leur relais placés à certains postes de la haute administration et du pouvoir politique, les oligarques ont la capacité de contourner les politiques officielles et de défendre leurs intérêts personnels contre ceux des peuples. Nous avons observé la manière dont les financiers de Wall Street soutenaient le bolchevique tout au long de son histoire. En étudiant le parcours de certains leaders communistes, nous sommes amenés à nous demander si ceux-ci n'étaient pas tout simplement des chefs de guerre servant le grand capital et si les premiers groupes de bolcheviques ne constituèrent pas une armée de mercenaires mis au service de l'État profond oligarchique. Étudions le cas troublant de Léon Trotsky. Léon Trotsky a eu une carrière révolutionnaire qui semble avoir été favorisée en coulisses par l'oligarchie anglo-saxonne. En effet, lorsque débuta la révolution russe en 1917, Trotsky, qui avait déjà un passé révolutionnaire en Russie, était exilé à New York. Et curieusement, sans travailler, il semblait vivre dans l'aisance matérielle, logeant sa famille dans un grand appartement de standing, et selon plusieurs témoignages, se déplaçant, parfois, dans une puissante limousine conduite par un chauffeur. Trotsky bénéficiait alors de puissantes relations, tant dans les milieux d'affaires que dans les milieux politiques. Ainsi, dans les milieux d'affaires, il entretenait de puissantes relations avec des milliardaires qui évoluaient dans l'orbite de Jacob Schiff, l'homme qui jouait un rôle très important dans le soutien à la révolution bolchevique. Et Trotsky était particulièrement proche d'Alexandre Gelfand, dit Parvus, qui était un financier, mais qui était aussi un théoricien de la révolution, et que Trotsky connaissait depuis 1904. Trotsky était aussi, par son second mariage avec Natalia Sedova, apparenté à d'autres représentants de l'oligarchie d'affaires de Wall Street. Trotsky était aussi en contact étroit avec les plus hauts niveaux de l'administration américaine, par le biais des relations privilégiées qu'il entretenait avec Charles Crane, un ancien président de la commission des finances du Parti démocrate et un proche du président des États-Unis, Woodrow Wilson. Propriétaire de la société Crane & Company, Charles Crane réalisera plus tard de juteux investissements dans la Russie communiste. Des témoignages font également état de multiples rencontres que Trotsky avait eues avec le colonel House, un homme d'affaires devenu l'éminence grise du président Wilson. House jouait alors un rôle actif dans la mise en place des premiers réseaux mondialistes anglo-saxons. Très étrangement, au cours de l'année 1917, alors que la Russie était entrée en révolution, Trotsky bénéficia d'un passeport américain pour regagner son pays d'origine. Ce document, lui ayant été délivré suite à l'intervention spéciale faite en sa faveur par le président Wilson auprès d'une administration américaine qui avait été réticente à lui accorder. Un peu plus tard, alors que le paquebot qui conduisait Trotsky en Russie était arraisonné par les autorités canadiennes, ce paquebot put poursuivre sa route suite aux pressions exercées au plus haut niveau par les administrations anglaises et américaines. Les archives déclassifiées du département d'État précisent que ces pressions ont été exercées par le colonel House pour les États-Unis, qui est l'éminence grise du président des États-Unis, et par Lord Milner, qui était lui-même un des principaux créateurs et dirigeants des premiers réseaux mondialistes au début du XXe siècle. Les archives mentionnent aussi des pressions de puissants banquiers de Wall Street. C'est donc l'État profond oligarchique qui avait intérêt à ce que Trotsky rentre en Russie 2 mois avant la révolution d'octobre 1917.
Léon Trotsky, soutenu par l'oligarchie financière, fut aussi formé idéologiquement par l'un des membres de celle-ci que j'ai déjà cité, le milliardaire Alexandre Gelfand, dit Parvus, lequel faisait partie d'un puissant réseau financier anglo-saxon qui, je l'ai déjà dit, soutenait financièrement la révolution bolchevique. Parvus était un proche de Jacob Schiff. Doté d'une sensibilité d'extrême gauche, donc Gelfand, dit Parvus, était aussi un idéologue et un maître à penser. C'est lui qui a conçu la théorie de la révolution permanente et de la révolution mondiale qu'il a enseignée à Trotsky et qui deviendra plus tard le pivot de la pensée trotskiste. Parvus inspirait également d'autres révolutionnaires. Il avait constitué un vivier de révolutionnaires, parmi lesquels, par exemple, Rosa Luxembourg, la chef des Spartakistes, qui tenta de faire une révolution à Berlin en 1919. Il avait pris en main un certain nombre de leaders, Parvus, je parle de Parvus, il avait pris en main un certain nombre de leaders communistes après le Dimanche rouge de 1905, qui était une première tentative de révolution russe qui avait échoué. Parvus avait également misé sur le potentiel subversif de Lénine, qu'il fit monter en puissance à un moment où le bolchevique vieillissant ne croyait plus guère à son avenir politique. Donc on voit bien qu'Alexandre Gelfand, dit Parvus, c'est la connexion entre les milieux d'affaires et le milieu révolutionnaire. Ainsi, Trotsky et ses centaines de camarades rentrant en Russie par bateau, et Lénine rentrant avec ses centaines de compagnons en wagon plombé en Russie au même moment, étaient tous financés par le grand capital. Et ces hommes semblent plus avoir été les chefs de guerre du capital, à la tête de leurs mercenaires, que de véritables révolutionnaires prolétariens. Donc s'il y eut soutien du capitalisme au communisme, dans quel but ? Est-ce que ce serait dans le but d'effectuer à terme une synthèse idéologique entre le capitalisme et le communisme ? C'était l'avis du professeur Anthony Sutton, lequel apportait une double explication à la collaboration entre les capitalistes et les communistes. Selon le professeur Sutton, cette collaboration surprenante entre capitalistes et communistes s'explique d'abord par une cause à court et moyen terme. Il estimait qu'à moyen terme, on va dire, l'intérêt du capitalisme anglo-saxon avait été de prendre le contrôle du marché russe pour en faire un marché captif exploité par Wall Street. Et il appuyait sa théorie sur des témoignages, à commencer par le témoignage d'Avril Harriman, qui était un homme d'affaires et un homme politique américain dont la famille avait obtenu l'exploitation des mines de manganèse du RSS. Harriman rapporta que lors d'une réunion tenue à Wall Street en 1922, il entendit son père conclure, après un échange entre participants, que, je cite, « le gigantesque marché russe doit être transformé en marché captif et en colonie technologique, laquelle devra être exclusivement exploitée par une poignée de puissants financiers américains et par les sociétés placées sous leur contrôle. » Le professeur Sutton apportait aussi une seconde explication, à beaucoup plus long terme, et qui pourrait nous permettre de comprendre ce que nous vivons actuellement, concernant donc le soutien constant que le capitalisme apporta au communisme. Il estimait que la confrontation dialectique opposant le communisme et le capitalisme n'avait pas pour but de détruire l'un des deux adversaires, mais d'en réaliser à terme la fusion dans le cadre d'un dépassement de nature mondialiste qui constituerait, je cite, la synthèse de ces deux systèmes en un système mondial non encore exposé à ce jour. Cela paraît fou au premier abord, et pourtant, en constatant la réalité précoce d'une collusion entre capitalistes et communistes, on ne peut pas rejeter d'un revers de la main la théorie du professeur Sutton. Cette thèse permet d'émettre des hypothèses pour expliquer certaines contradictions apparentes de la politique menée par les bolcheviks. Par exemple, on remarque qu'alors que Trotsky promouvait la révolution mondiale dans le but d'abattre les sociétés capitalistes, Lénine déclarait le marché bancaire russe monopole d'État et le connectait au marché bancaire international contrôlé par les financiers anglo-saxons par le biais de la Ruscombank. Ainsi, beaucoup de capitaux du nouvel État soviétique étaient placés à Wall Street. En travaillant avec Wall Street, les soviétiques donnaient donc plus de poids à ce capitalisme qu'ils prétendaient vouloir abattre, tout en l'aidant à affaiblir par la subversion révolutionnaire les États nationaux. Car ces États nationaux constituaient, à ce moment-là, le seul rempart face à l'établissement d'un système bancaire mondial unifié, placé sous l'emprise des financiers internationaux, que ceux-ci rêvaient de mettre en place. En effet, on s'aperçoit qu'au début des années 20, le milieu bancaire international connaît des évolutions très importantes. Dès 1922, les grandes banques privées anglo-saxonnes mirent en œuvre, avec l'aide
de fonctionnaires internationaux comme Jean Monnet, qui était membre de l'ESDN, un marché international placé sous leur contrôle. Lors de la conférence de Gênes, donc en 1922, avait été créé le Gold Exchange Standard, un système monétaire dans lequel la valeur des monnaies était définie par rapport à la livre sterling, laquelle avait une valeur qui était fixée en référence à l'étalon or. À Gênes, et ça c'est très important, il fut aussi décidé que dans chaque État serait créée une banque centrale nationale, partout où il n'en existait pas. Il en existait à ce moment-là, par exemple en France, comme la Banque de France, ou au Royaume-Uni, avec la Banque d'Angleterre. Mais là, à partir de la conférence de Gênes, il en serait créé dans tous les États, et surtout ces banques centrales, nationales, étaient dotées d'une très grande autonomie par rapport au pouvoir politique, comme l'était par exemple la Réserve fédérale des États-Unis, qui avait été créée en 1913 et qui était contrôlée en sous-main par Wall Street. L'étape décisive, c'est 1930. En 1930, ces banques nationales furent fédérées au sein d'une BRI, une banque des règlements internationaux que l'on appelait la Banque centrale des banques centrales. En effet, cette BRI avait été créée et contrôlée par les banquiers privés. Et la particularité de cette BRI, c'est qu'elle était dotée d'un statut d'extraterritorialité. Encore aujourd'hui, elle se trouve à Genève, et donc elle forme une sorte d'État indépendant. Et toutes les banques centrales qui ont été créées après la conférence de Gênes, eh bien, sont fédérées par les BRI. Et ces banques centrales qui ont une autonomie par rapport à l'État, eh bien, n'en ont pas par rapport à la BRI. Donc on voit là se mettre en place, dans les années 20 et 30, une sorte d'indépendance du monde bancaire qui transcende les nations. Et donc, on constate qu'à ce moment-là, alors que les bolcheviks tentaient de détruire les États-nations en exportant leur révolution, les réseaux financiers qui soutenaient la révolution bolchevique, s'indépendantisaient. Donc on voit bien qu'il y a un lien entre les deux phénomènes, comme s'il y avait un travail en commun, et on peut légitimement se demander si les bolcheviks n'ont pas été quelque part donc les instruments d'une révolution mondiale plus financière que prolétarienne. Car les banquiers internationaux avaient bien un projet pour extraire la sphère financière internationalisée des emprises politiques nationales. Ce n'est pas une évolution qui s'est faite de façon pragmatique. Ce projet avait été mis au point par Paul Warburg de la Kuhn Loeb Company, l'homme qui avait déjà été à la création de la Réserve fédérale en 1913 et que certains avaient accusé alors d'avoir fait un coup d'État bancaire, car il avait réussi à placer le nouvel organisme monétaire sous le contrôle subtil des banques privées, et non pas de l'État américain. Paul Warburg était un esprit brillant qui avait développé une théorie selon laquelle les gestions monétaires des États devaient relever uniquement des hommes d'affaires, les politiciens devant se cantonner à la gestion des questions politiques. Il proposait donc de dissocier les sphères économiques et les sphères politiques, donnant ainsi le pouvoir réel à la sphère économique, donc aux hommes d'affaires formant l'oligarchie. Et dans ce système qui s'affirme au cours des années 20 et 30, avec la création des banques nationales dotées d'autonomie de gestion et fédérées par la BRI indépendante, le pouvoir politique, qui était le pouvoir national, était désormais de plus en plus subordonné au pouvoir économique, donc le pouvoir profond, lequel donc contrôlait nombre d'élus, comme nous l'avons dit, qui étaient sélectionnés au préalable et qui étaient promus donc par les réseaux que contrôlait l'oligarchie, par les réseaux médiatiques que contrôlait l'oligarchie. Ce double projet de révolution mondiale, celui politique des communistes et celui bancaire des réseaux financiers anglo-saxons qui finançaient aussi le bolchevisme, pourrait donc ne former que les deux faces d'une seule et même stratégie oligarchique globale. Cela est possible, car capitalisme et communisme sont plus proches l'un de l'autre qu'on l'imagine. Ainsi, le rapport de type dialectique qu'entretiennent les idéologies capitalistes et communistes aurait une finalité économique monopolistique commune. Le capitalisme visant à la concentration des forces productives entre les mains d'une oligarchie privée, tandis que le communisme, marxiste-léniniste, fonde un monopole d'État contrôlé par le Parti communiste lui-même, qui fonctionne lui aussi comme une oligarchie avec ses privilèges. C'est ce qu'on appelait autrefois la nomenclatura. On peut donc, lorsque l'on a étudié donc, ces évolutions décisives de la première moitié du XXe siècle, se demander si aujourd'hui nous n'arriverions pas à l'heure de la grande synthèse. On peut imaginer en effet qu'existe aujourd'hui un État profond, transnational, occulte, assez puissant, qui serait l'aboutissement de la stratégie oligarchique développée depuis l'entre-deux-guerres.
Et à l'heure du grand reset ou grande réinitialisation qui se prépare sous couvert de la gestion gravement liberticide de la crise sanitaire que nous traversons, nous pouvons nous demander si le temps de la synthèse du capitalisme et du communisme n'est pas arrivé dans le but de créer un néo-totalitarisme inspiré du système chinois de socialisme de marché. La fusion des oligarchies capitalistes et communistes est déjà visible en Chine populaire, où l'on observe une symbiose entre l'État et le parti, lequel contrôle aussi les entreprises privées, leurs dirigeants étant tous membres du parti. Une telle fusion s'observe aussi d'une façon plus discrète en Occident, où les énarques squattent les partis politiques, la haute administration et tous les sièges d'entreprises publiques ainsi que des sièges d'entreprises privées, suscitant de fait la formation d'un véritable parti-État oligarchique occidental, car ce que l'on voit en France avec les énarques se retrouve ailleurs. Et déjà, les dirigeants occidentaux et orientaux harmonisent leurs pratiques de gestion par des collaborations poussées. Ainsi, les décideurs français participent à la French American Foundation pour se familiariser toujours plus avec les pratiques de la gestion économique ultralibérale, tandis que ces mêmes décideurs participent aussi à la French China Foundation, où ils se familiarisent avec les méthodes communistes de gestion autoritaire et manipulatoire des masses. Je montrais dans ma précédente conférence qu'un grand nombre des artisans de la politique liberticide de gestion de la crise sanitaire en France font partie de la French China Foundation, à l'instar d'Édouard Philippe, artisan du premier confinement, et d'Olivier Véran, dont l'obsession à nous soumettre toujours plus nous inquiète, bien plus que le virus. En partant donc de l'hypothèse selon laquelle le projet mondialiste collectiviste serait le projet ultime de l'oligarchie financière internationalisée et extraterritoriale, on peut se demander si l'expérience du communisme soviétique ne fut pas qu'une étape dans la construction du communisme mondialiste néo-collectiviste. Rappelons que l'oligarchie bancaire anglo-saxonne a toujours été intéressée par le marxisme, dont elle considérait dès la fin du XIXe siècle, qu'il constituait l'outil de gestion idéal des masses. Dès 1884, fut créée à Londres la très socialiste Fabian Society, avec le soutien intéressé du monde des affaires britanniques. Cette Fabian Society était donc constituée de gens qu'on appelait les Fabiens, et ceux-ci étaient des soutiens inconditionnels de la révolution soviétique, à commencer par les fondateurs de la Fabian Society, Sidney et Beatrice Webb, qui conservèrent jusqu'à la fin de leur vie leur soutien et leur amitié aux camarades de Staline dont ils louaient les réalisations. Ajoutons qu'une grande école a été créée par les Fabiens, la London School of Economics, qui a créé des générations de grands décideurs sensibilisés à la pensée marxiste. Ajoutons encore qu'à la fin du XIXe siècle, au sein de ces mêmes milieux d'affaires britanniques qui étaient fascinés par le marxisme, se développait un idéal messianique. L'oligarchie anglaise rêvant en effet de transformer l'immense empire britannique mondialisé en une fédération mondiale à laquelle s'agrégeraient avec le temps les autres pays. C'était l'origine du projet mondialiste moderne. Et ce rêve messianique des Anglais se fondait sur deux idéologies. La première, c'était l'idéologie de la Greater Britain, la plus grande Grande-Bretagne. Le but, c'était donc de créer cette fédération mondiale anglo-saxonne, les Anglais étant convaincus de la supériorité anglo-saxonne et du devoir civilisateur qui leur incombait. Et cette mystique britannique, elle se propagea plus tard aux États-Unis, où s'affirma l'idéal de la destinée manifeste, au nom duquel les États-Unis interviennent dans le monde avec une bonne conscience. Le deuxième idéal avait été développé par les anglo-saxons dès le milieu du XIXe siècle. Il prônait la mise en place d'un libre-échange mondialisé, le commerce devant remplacer la guerre dans les relations entre les nations. Donc ce double état de Greater Britain et de libre-échange généralisé est porté depuis plus d'un siècle par l'oligarchie anglo-saxonne. Et cet idéal a été réaffirmé à la fin de la guerre froide, en 1991, par le président des États-Unis, George Bush père, qui évoqua la nécessité de créer un New World Order, un nouvel ordre mondial, fondé sur deux piliers, la démocratie et le libre-échange. Nous sommes donc aujourd'hui dans la continuité de ce projet anglo-saxon séculaire, réaffirmé par Bush en 1991. Et ce projet peut paraître généreux, sauf que l'on ne sait pas trop à quel type de démocratie rêvent les oligarques. On peut craindre que la très mal nommée démocratie populaire communiste, telle qu'elle existait en Europe de l'Est au temps du mur de Berlin, soit aujourd'hui un modèle plus approprié pour préparer la mise en place d'un socialisme de marché à la chinoise.
Nous l'avons dit, ce socialisme de marché à la chinoise pourrait être le prototype d'un futur système collectiviste occidental et ensuite mondial. En creusant, on peut se demander si, comme autrefois en URSS, les réseaux financiers mondialisés anglo-saxons n'ont pas volontairement contribué à la mise en œuvre de l'expérience novatrice chinoise. En effet, dès les années 60, alors que changeait le centre de gravité du communisme international, lequel passait de Moscou à Pékin, suite à la déstalinisation khrouchtchevienne de 1956, qui consacrait l'épuisement de la dynamique révolutionnaire soviétique, et alors que Mao se proclamait l'héritier du stalinisme, enfermant les masses chinoises dans la nuit froide des expériences idéologiques et sociétales délirantes comme le grand bond en avant et la révolution culturelle qui firent plusieurs dizaines de millions de morts, et bien à ce moment-là, Wall Street tournait son regard intéressé vers Pékin. En effet, les immenses potentialités économiques offertes par la Chine populaire, où tout était à construire, intéressaient grandement le grand capitalisme occidental mondialisé, comme en 1917, les potentialités économiques russes avaient justifié le soutien du grand capital anglo-saxon à la révolution soviétique. Ainsi, dans les années 60, alors que les États-Unis ne reconnaissaient pas encore officiellement la République de Chine populaire, David Rockefeller, l'un des plus grands artisans du mondialisme dans la seconde moitié du XXe siècle et qui était aussi le président de la Chase Manhattan Bank, se rendit avec ses collaborateurs en Chine pour y rencontrer Mao et les autres dirigeants communistes. L'oligarchie anglo-saxonne souhaitait investir massivement dans ce nouvel Eldorado qu'il fallait convertir à l'idéologie de marché. Mais dans les années 60, la République de Chine populaire n'était pas encore reconnue par les États-Unis. David Rockefeller et l'oligarchie s'enthousiasmaient pour cet espace productif chinois en devenir, lequel bénéficiait d'un atout décisif. Les travailleurs avaient été au préalable radicalement soumis par le pouvoir communiste. David Rockefeller l'exprime très clairement dans ses mémoires. Il écrit « Peu importe le prix de la révolution chinoise, elle a réussi de façon évidente, non seulement en produisant une administration dévouée et efficace, mais aussi en stimulant un moral élevé et une communauté d'ambition. L'expérience sociale menée en Chine sous la direction du président Mao est l'une des plus importantes et des plus réussies de l'histoire humaine. En Occident, la dynamique chinoise fascinait aussi nombre de marxistes-léninistes qui abandonnèrent en masse la voie révolutionnaire stalinienne pour se convertir au maoïsme. Celui-ci devient particulièrement actif au tournant des années 70 en Europe ou aux États-Unis. Et s'il a disparu ensuite très rapidement, son esprit n'a pas disparu pour autant. Et ces militants ont continué avec leurs amis trotskistes à subvertir par entrisme et de l'intérieur la société libérale pour la convertir au marxisme culturel. Ainsi, en France, dans les années 70, Serge July, qui était alors un maoïste fanatique avant de devenir le patron très embourgeoisé du quotidien Libération, enseignait à ses camarades une dialectique du centre et de la périphérie, laquelle reposait sur le postulat que la classe ouvrière embourgeoisée n'était plus une classe révolutionnaire et qu'il fallait donc désormais utiliser les minorités inorganisées situées aux périphéries de la société pour encercler puis investir les centres du pouvoir bourgeois afin de soumettre et de transformer idéologiquement la majorité socioculturelle des pays occidentaux. N'est-ce pas ce qui a été fait depuis 50 ans ? Par cette stratégie de lutte menée par les minorités contre la majorité culturelle des pays occidentaux, l'extrême gauche occidentale a ainsi pu mettre en place, derrière la façade alléchante du libéralisme libertaire, la société éclatée, intolérante et répressive que nous connaissons aujourd'hui, une société dans laquelle, selon l'auteur Émeric Monville, tout est permis et rien n'est possible, ce qui est le propre de l'illusion. L'illusion étant elle-même le propre du communisme, selon l'historien François Furet. C'est dans ce contexte global qu'allaient être lancées, à la fin des années 70, les bases du miracle économique chinois, avec l'aide du grand capitalisme anglo-saxon. Par bonheur pour l'oligarchie, le président des États-Unis, Richard Nixon, qui, comme tous les grands dirigeants américains, avait été membre du Council of Foreign Relations, un think tank chargé de sélectionner les futurs leaders des États-Unis, et dont le président au milieu des années 70 était David Rockefeller, dont la famille avait contribué à créer ce club oligarchique très fermé qu'elle contrôlait, et bien Nixon allait rencontrer Mao en 1972. Et les États-Unis allaient enfin reconnaître la Chine populaire, avec laquelle ils négocièrent la reprise des relations diplomatiques qui sera effective en 1978. Et chance pour le grand capitalisme, Mao l'idéologue était mort 2 ans auparavant. Et après une lutte de factions au sein du Parti communiste chinois, la tendance réaliste, dirigée par Deng Xiaoping, l'emporta, lequel allait créer des zones franches, les ZES, zones économiques spéciales, pour attirer massivement les entreprises occidentales délocalisées, très friandes des travailleurs chinois sous-payés et broyés par l'État totalitaire.
Ainsi, la Chine, dont les pratiques totalitaires sont antinomiques aux valeurs démocratiques occidentales, put développer son potentiel économique grâce au savoir-faire et aux capitaux occidentaux. La Chine allait devenir le laboratoire du socialisme de marché, cette synthèse du capitalisme et du communisme qui avait tant fait rêver et qui fait tant rêver aujourd'hui encore l'oligarchie mondialisée. Cette oligarchie financière mondialisée a donc contribué à construire la puissance chinoise comme elle avait auparavant contribué à construire la puissance soviétique. Et le passage de relais du soutien au projet soviétique au soutien au projet chinois a eu lieu au tournant des années 90, alors que la Chine décollait économiquement et que l'URSS s'effondrait. Les réseaux communistes structurant cette dernière n'étant pas démantelés, mais convertis en apparence au libéralisme et connectés aux réseaux occidentaux du libéralisme libertaire, eux-mêmes de plus en plus connectés avec les réseaux communistes chinois par le biais des think tanks comme la Front China Foundation. Vous percevez la toile d'araignée mondialiste en train de se tisser. Ces réseaux forment l'international mondialiste qui œuvre en faveur de l'État profond oligarchique au sein des États-nations ou de ce qu'il en reste actuellement. L'essayiste Pierre de Villemaret, qui fut aussi membre des services secrets français, leva le voile sur certains aspects du fonctionnement de l'État profond oligarchique. Il expliqua notamment comment, lors de l'effondrement soviétique, certains bureaucrates communistes devinrent du jour au lendemain, et avec une extrême facilité, de puissants oligarques capables de contrôler à leur profit des pans entiers de l'économie collectivisée. Un haut dirigeant communiste lui avait confié, bien avant la fin du système soviétique, qu'avait été créé, je cite, de concert avec une fraction de l'appareil du comité central du Parti communiste, un noyau secret qui ne devait entrer en action qu'en cas d'éclatement de l'Empire soviétique. Et lors de la chute de l'Union soviétique, ce noyau secret du comité central communiste put conserver l'emprise sur les réseaux économiques du pays grâce à l'action des mafias locales que contrôlaient aussi des apparatchiks communistes qui s'emparèrent de secteurs entiers de l'économie collectivisée. Ils rachetèrent notamment aux citoyens russes les bons correspondant à des parts de l'ex-économie collectivisée qui leur avait été remis. Le rachat avait été possible grâce à l'aide apportée par les réseaux financiers internationaux contrôlés par l'oligarchie. C'est donc l'oligarchie qui a racheté l'économie ex-soviétique grâce au réseau russe de l'État profond. Pierre de Villemaret évoquait donc un enfouissement du système communiste russe, mais non pas leur disparition. Et c'est peut-être pour cette raison que depuis 20 ans, c'est un colonel du KGB, fidèle à l'URSS jusqu'à son effondrement en 1991, Vladimir Poutine, qui tient la Russie ex-soviétique d'une main de fer. Aujourd'hui, la Chine du socialisme de marché est devenue un idéal pour le grand capitalisme mondialisé, qui pourrait utiliser la gestion de la crise sanitaire comme stratégie du choc pour procéder en coulisses à une mutation radicale du capitalisme, comme je tentais de le démontrer dans ma conférence de décembre 2020, dont je vous ai donné le titre précédemment. Et si l'on adopte la thèse du professeur Anthony Sutton d'une fusion dialectique du capitalisme et du communisme, on peut mesurer désormais les deux temps de son accomplissement. Le premier fut le temps de la mise en confrontation dialectique de l'Occident et de l'Union soviétique, dont la puissance est arrivée à son paroxysme au temps de la guerre froide. Le second temps s'amorça à la fin de la guerre froide, au début des années 90, alors que le président des États-Unis, George Bush père, un homme de l'oligarchie, annonçait la mise en œuvre du New World Order. La fin de la guerre froide ne fut donc pas la défaite du communisme, comme beaucoup l'ont cru, mais sa transformation subtile par enfouissement du projet collectiviste sous les apparences de la pratique libérale, tandis que cette même pratique libérale se marxisait progressivement à l'Ouest, permettant la fusion idéologique lente avec l'ennemi d'hier. Imperceptible pour beaucoup, ce second temps arrive aujourd'hui au stade décisif de la synthèse globale des contraires qui aboutira à la formation d'un système radicalement nouveau dont le prototype est déjà observable en République de Chine populaire. C'est le socialisme de marché mis en œuvre à Pékin, lequel est bien plus à craindre que le virus venu de Wuhan. Comment pourrait s'opérer la fusion idéologique finale ? Peut-être par une ultime confrontation dialectique de type guerre froide entre les États-Unis et la Chine, ou peut-être plus sûrement et plus rapidement par une transformation interne du monde occidental qui s'amorcerait aux États-Unis suite à la victoire de Joe Biden et d'un parti démocrate investi et retourné par l'extrême gauche américaine depuis les années 80 et qui de ce fait a abandonné les valeurs traditionnelles de l'Amérique au profit d'un idéal mondialo-marxiste aux objectifs troubles. Certains ont glosé sur des liens de proximité entretenus par la Chine populaire et le Parti démocrate, voire avec la famille Biden. D'autres ont évoqué des fraudes au présidentiel, permis grâce au logiciel électoral Dominion, qui aurait été mis au point par une société contrôlée par la Chine populaire. Vrai ou faux, peu importe. Tout cela traduit
les ambiguïtés d'une réalité idéologique mondiale dans laquelle les repères sont particulièrement troublés, ce qui profite aux ambitions d'une oligarchie financière supranationalisée, décidée à exercer son pouvoir sur des peuples vassalisés, à sa toute-puissance néo-aristocratique. Pour conclure, il est à craindre que lors de la grande synthèse dialectique hegélienne communisme-capitalisme soit en cours, avec le projet de grande réinitialisation économique et sociale qui s'observe en filigrane de la gestion actuelle d'une crise sanitaire qui paraît instrumentalisée dans le sens de la dramatisation pour soumettre les peuples par la peur, pour un autre but que celui de la protection de la santé. Cette grande réinitialisation est un projet collectiviste qui est annoncé dans le livre de Klaus Schwab, président du Forum économique mondial de Davos, chargé de piloter la grande réinitialisation. Ce livre s'intitule Covid-19, la grande réinitialisation, tout simplement. Le Forum de Davos a fait 8 propositions pour 2030. La première est très instructive. La première proposition pour 2030, c'est « Les gens ne posséderont rien, les marchandises seront soit gratuites, soit prêtées par l'État ». Comprendre, ce serait la fin de la propriété privée dans 10 ans. Et déjà, sous prétexte de gestion du Covid, les petits entrepreneurs, restaurateurs, cafetiers et autres sont en train de perdre leurs biens. Et dans son livre, Klaus Schwab le dit, 75% des cafés et des restaurants ne rouvriront pas à l'issue de la crise sanitaire. C'est logique, car l'éradication de la classe moyenne entrepreneuriale est un préalable à l'établissement du collectivisme. Alors, ce que je vous dis peut vous paraître fou, mais est-ce que vous auriez imaginé, il y a un an, eh bien que un an après, cela ferait 11 mois que vous seriez soumis à des couvre-feux, à des confinements, au port du masque obligatoire? Non. Alors, l'histoire s'accélère d'une façon tellement incroyable que tout est possible dans les 10 ans à venir. C'est pour ça qu'il faut peut-être réagir vite. Le collectivisme est en effet un moyen de l'emprise totale de l'oligarchie financière sur les peuples, et le livre de Klaus Schwab est ce qu'on appelle un livre programmatique, par lequel nous pouvons comprendre qu'un néocollectivisme nous sera imposé au motif du progrès écologique, lequel est instrumentalisé à d'autres fins que celles annoncées, comme le progrès social fut instrumentalisé par les communistes du XXe siècle, non pour le bien des peuples, mais pour imposer la tyrannie de minorités qui étaient tous sauf philanthropiques. Aujourd'hui, l'enjeu, c'est la défense de notre liberté et de notre dignité. Déjà, nous vivons comme vivaient des citoyens soviétiques à l'heure des confinements, des couvre-feux et autres autorisations de sortie, tandis que nos États ex-démocratiques, toujours plus endettés, sont tenus en laisse par les réseaux financiers mondialisés créditeurs. Nous pouvons mesurer aujourd'hui, à l'heure où il disparaît, combien la démocratie ne fut peut-être toujours qu'un moyen pour l'oligarchie capitaliste d'imposer progressivement son emprise sur les masses confiantes. Pour le moment, beaucoup parmi nous ne souffrent pas suffisamment de la restriction de leur liberté pour réagir en citoyens responsables de la défense de leurs droits fondamentaux. Ils préfèrent croire, ou faire semblant de croire, qu'un plus grand bien justifierait la restriction de nos libertés. Ils ne veulent pas voir, parce qu'ils ont encore un confort auquel il est difficile de renoncer pour s'engager, mais ils ne veulent pas voir que, de même que l'idéal démocratique ne fut peut-être qu'un moyen de séduction utilisé pour séduire les peuples, peut-être faut-il craindre que la société de consommation ne constitue aussi qu'un moyen d'endormir les peuples. En effet, les dirigeants chinois ne cachent pas que sur le chemin du socialisme du marché, que sur le chemin du socialisme tout court, puisque le marché est un moyen, eh bien l'emploi du mode de production capitaliste ainsi que le développement de la consommation ne sont que des moyens, pas des finalités. L'objectif restant à terme le collectivisme. Un collectivisme qui pourrait peut-être un jour devenir mondial, comme le prédisait l'écrivain initié des cercles oligarchiques et proche des socialistes fabiens, George Orwell. Ce collectivisme mondial, promis en masse, est placé sous contrôle strict d'une petite oligarchie privée qui, elle, ne vivra pas dans le partage, mais au-dessus des masses aliénées, ne sera pas le grand rêve de fraternité universelle auquel ont toujours cru les idiots utiles du communisme. Il constituera l'aliénation finale d'une humanité naïve qui s'est débarrassée de ses anciens maîtres pour mieux se donner à d'autres, peut-être pire que tous ceux qui les précédèrent au cours de l'histoire humaine. Pire parce que ces nouveaux maîtres disposent des capacités technologiques leur permettant d'établir le totalitarisme parfait. Nos libertés ont disparu, et nous ne les retrouverons jamais si nous ne revendiquons pas leur rétablissement immédiat, pour nous, mais plus encore pour les générations à venir, qui seront en droit de nous demander un jour ce que nous avons fait pendant qu'il était encore temps, pour défendre les hautes valeurs de 1789, inspirées par le spiritualisme chrétien, dont elles sont consubstantielles. Je vous remercie pour votre attention.